Bonsoir à tous. Avant, je commence mon exposé avec une image de moi en train de boire une bouteille de whisky en Écosse. Maintenant, c'est tellement des années que j'ai quitté mon pays que maintenant je reste un peu avec le bière. Voilà, bienvenue. Francis, il est un peu dur avec moi parce qu'il dit qu'il va être 3-4 personnes qui viennent et après on va aller bouffer un truc tout ensemble. Mais je pense là c'est trop cher quoi. Voilà. Bon, merci de venir. Je croisais quelques yeux avec des amis de le passé. Je pense aussi pour l'avenir. C'est très important pour moi. Surtout, c'est un croisement pour moi sur l'architecture. Je suis juste architecte depuis 5 ans maintenant, où j'ai eu mon diplôme. Et pour moi, c'est un métier super dur, mais à la même temps, il le raconte avec plein de monde qui sont absolument incroyables. Notamment, bon, quelqu'un qui n'est pas avec nous, mais je ne veux pas aller dans un trip nostalgique ce soir. C'est Jacques Andalat. Et bon, après, Francis a expliqué que je travaille avec quelques amis. Et voilà. Et derrière tout ça, il y a plein de monde qui sont cachés, plein de monde qui travaille chez moi. J'ai eu l'honneur ce soir, dans mes trains, de planter mon machine. J'étais dans un vrai merde parce que moi, sur l'informatique, je ne suis pas très fort. Et j'ai contacté un super ami, Manal, et c'est Paris qui est venu pour me sauver. Il m'a sauvé. C'est un peu haché, mais bon, je vais essayer de montrer quelques images. J'étais dans le TGV, dans le chiotte, en train de brancher mon ordi. Ça ne marchait pas du tout. Venu à Paris après 6 ans, j'étais dans la merde. Mais bon, ça va mieux. Bon, je travaille un petit peu le week-end là, pour mettre quelques éléments ensemble. 6 ans de boulot. Je suis un peu inquiète parce qu'à la fin, ça arrive dans l'ordi et tu dis, putain, ça ne vaut pas grand-chose, il faut travailler un peu plus. Mais bon, je vais essayer dans les prochaines années de travailler un peu plus avec vous tous. Voilà, on va commencer doucement. Voilà, comme je dis, chose qui était vachement étrange, j'étais à Japon pendant pas mal d'années, et après Jacques Andalat, il m'a donné l'opportunité de venir ici en France. Avec Jacques, je ne savais pas du tout qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Lui, il dit je m'en fous. Moi, je dis je m'en fous pas, parce que je vois des choses qu'il était en train de faire, pour moi, c'était absolument incroyable. Mais on est partagé quelques années ensemble, qui pour moi, c'est ça qui m'a entré dans les enjeux sur l'architecture et de faire l'architecture pour les gens. Voilà. Bon, on va aller un peu dans les images parce que moi, je ne suis pas très bavard comme garçon. Je parle super mal votre langue, même après 18 ans ici. Ça, je ne veux pas vous stresser avec mon mauvais terminologie et tout ça. Et on va plutôt passer à l'acte. Voilà, est-ce qu'on peut diminuer comme ça va être plus tranquille? Voilà, super. Plein de croisements, voilà, plein de désirs. Et la seule chose que j'essaie de faire, c'est au travers des échanges, c'est passer ce désir, ce rêve au travers de l'archi pour les gens, tout bêtement. C'est tout. De temps en temps, j'y arrive. Souvent, j'y arrive pas. Mais bon, c'est aussi dans le pêche de continuer. Parce que chaque fois que je finis un truc, j'aurai absolument ras-le-bol avec tout et j'ai envie de faire d'autres choses. Mais bon, voilà. Je vais traverser trois petits projets ce soir. Je n'ai pas construit beaucoup, excusez-moi. Mais je vais montrer pas mal de concours qui sont perdus. Ça arrive. Voilà. On y va. Voilà.
Comme Francis a dit, je suis vachement intrigué sur la façon que l'architecture m'a ouvert à une autre façon de regarder les choses dans des échelles complètement différentes. Croyez-moi, comme j'étais au Japon en train de travailler avec Sony sur les objets que tu peux tenir dans la main, je ne savais pas que l'architecture, de façon les architectes voir les choses, peut m'ouvrir dans une autre échelle. Et aujourd'hui, cette échelle il devient absolument gigantesque et c'est même un peu permis d'intégrer quelques petits rêves et discours sur l'archi. Voilà, ça c'est une image que j'aime particulièrement. Quelque part, ça montre la puissance cachée. C'est très intéressant. Ça c'est en Amérique. Et on voit l'homme en train de sculpter, d'utiliser dans un niveau économique notre planète. C'est bien, il faut, ça se continue. Il n'existe presque plus les endroits naturels de notre monde. C'est pas grave, on est là. Il faut juste se voir un peu comment on gère tout ça. Et ça, c'est vachement intéressant. Tu vois, ces énormes agriculteurs avec des machines absolument gigantesques trouvent des petits endroits de trouble, dans ce paysage. Et ces troubles sont les anciens dépôts de plages dans ces territoires où le sol il draine d'autrement, où c'est moins ou plus fertile. Et on voit, c'est créé des choses absolument hallucinantes au niveau des aléatoires. Au départ, avant, je penchais sur l'architecture avec Jean Nouvel et Jean-Philippe Hénin, Françoise Roche, Edouard François. J'étais très impressionné et intrigué sur le dessin, graphique. J'étais vachement étonné, comme chez Jacques, un plan c'est fini avec 4 ou 5 traits et c'est dit tellement de choses de beauté, de magie de l'histoire. Et voilà, ça c'est très intéressant, ça c'est une image d'une des premières cartes urbaines dans le monde. Et la chose qui m'intéresse beaucoup sur cette image, c'est pas sa forme, c'est l'homme qui utilise ce territoire pour inscrire sa pensée, d'inscrire ce symbole, d'écrire sa lecture au niveau du dessin. Et voilà, ça c'est un négatif de notre plan qui est trouvé en Italie. C'est un plan urbain. Ici c'est le champ, ici c'est la maison, toute la route. C'est un bon mélange dans ma tête entre les choses qui sont graphiquement très fortes, qui comptent des histoires, chaque fois des histoires. Ça, c'est une image d'un film qui s'appelle Stalker. C'est là, il y a un territoire qui revient dans une zone industrielle. Les gens sont perdus et ils essaient d'échapper de cette magma industriel, ce détournement. Pour chercher un vrai territoire, un territoire naturel. Et il utilise un petit mécanisme très simple. Il prend un morceau de tissu de sa chemise, il se met une petite pierre, il lance la pierre, et c'est ça qui donne lui la direction de prendre. C'est l'aléatoire. Et c'est aussi quelque chose dans la discussion qu'il voit entre moi et tout le monde, ces aléatoires, ces histoires qu'on raconte ensemble, pour moi c'est un élément extrêmement important dans le taf. Voilà, et ce signe qui sont inscrits sur un territoire, c'est ce que j'essaie de faire spatialement, avec un usage pour les gens. Ça c'est très intéressant, ça c'est une inscription sur le sable, c'est une inscription sur un langage qui n'est pas une écriture figée dans ce langage. C'est des gens en Afrique. Et comme le vent il souffle sur ça, le symbole il se disparaît. Mais ce langage non écrit, c'est un des langages les plus anciens dans le monde.
C'est aussi cette idée d'éphémère. Pour moi, c'est quelque chose que j'essaie de toucher très modestement dans la réflexion que je mène. Voilà, c'est l'homme ce territoire. C'est un territoire avec des échelles gigantesques, 1 kilomètre, de façon que cette croûte terrestre devienne un élément, un support pour écrire, comme une cicatrice ou comme un tatouage. Et voilà, en 1999, j'avais l'opportunité d'aller à Berlin, à l'école de TU Berlin. Je ne savais pas trop pourquoi j'étais invité, mais c'était un moment absolument hallucinant dans ma réflexion sur l'architecture et les territoires. Et j'arrivais à Berlin avec complètement un autre goût culturellement de choses qui se passent ici en France. Et j'avais créé un unit d'architecture et design avec un vieux pote maintenant qu'on connaît depuis 6 ans, Uwe Riga, qui travaille en New Zealand. Et avec Uwe, on essaie de travailler avec des étudiants sur des problématiques vachement intéressantes. Là, j'étais encore un peu designer en train de travailler sur de petits objets. Et là, dans l'université, on a décidé de travailler sur les histoires des territoires. Et à 100 km de Berlin, il y a ces endroits-là qui sont absolument sublimes. Et les choses c'est des anciennes mines de charbon qui sont de ciel ouvert. Et ça, c'est une dans cette région, il y en a au moins centaines. Et les choses qui se passent avec tous les gens autour, ils mis de dos contre ces éléments, ce paysage. Et les choses qu'on essaie de faire avec des élèves, c'est de retourner le dos des gens et juste les gens ils regarder cette chose dans une autre façon, pas quelque chose de complètement négatif, mais de regarder ça comme un paysage. C'était juste dit, voilà, c'est un paysage. Et les machines qui fabriquent ce paysage, ils sont absolument gigantesques. Celui-là, il fait 750 mètres de longueur. On connaît bien l'histoire sur Archigram de Walking Cities. À cette époque-là, j'avais téléphoné à Peter à Londres et j'ai dit, Peter, vous avez vu ça? Parce qu'il y avait des similitudes. Il dit oui. Dans les début des années 80, fin 70, on a travaillé à Archigram. J'ai bien visité ces lieux et tout ça, c'était en motion. C'était un drôle d'échange avec Peter. Voilà. Et la problématique de tous ces lieux, c'est ce paysage qui est absolument gigantesque. Comment on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait? Et tu imagines les élèves qui sont à 1m85 parce qu'ils sont vachement grands, les Allemands. Et comment, même avec cette échelle-là, comment on fait avec tout ça? Et moi, croyez-moi, j'étais perdu. Absolument perdu dans cette magnitude de problèmes. Et la chose de plus étonnante, c'est qu'il y a une politique en Allemagne pour remplir tout ça avec l'eau. Mais de remplir tout ça avec l'eau font que tu enlèves un bouchon de Despier, c'est la rivière à Berlin, tu enlèves ça, et quand tu enlèves ça trop vite, tout Berlin se casse la figure. Parce que Berlin, il est fondé sur un terrain complètement inondé par la rivière, et quand tu enlèves ces bouchons, toute la fondation se sèche, et Berlin se casse la figure. Ils ont une politique ici pour dire il faut remplir ça, mais pendant 30 ans. C'est complètement un paysage complètement en mouvement, en changement, pendant 30 ans. Et bon, en effet, travailler des étudiants là-dessus.
Et c'est assez fou furieux parce que finalement, on a fait plutôt des interventions microscopiques, comme un serrurier très très fin. Et finalement, ça changeait pas mal de choses au niveau de politique et au niveau de gens qui habitent ici, quoi. Et c'est quand même une machine absolument hallucinante. Et tout ça, c'est l'usine qui fait l'entretien de toute cette bête-là. Voilà. Et j'avais un groupe d'élèves qui sont fantastiques dans cette grande machine-là qui maintenant qui sont morts. Ils sont en train de couper en petits morceaux, un peu comme le Clemenceau, pas encore. Et les choses qu'ils font, ils sont ces chemins de fer qui sont gigantesques. Et finalement, les étudiants, ils ont dit c'est vachement intéressant de récupérer ça. Et avec cette histoire de récupération, c'est de créer différentes barres dans cet énorme espace. Et ils ont créé de petits barres, ils sont coupés avec une tronçonneuse, ils ont créé des barres. Et l'idée, c'était d'inviter des gens dans cette mine. Mais tu vois, c'est comme la lune, c'est absolument de folie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un Gluckwein. C'est un vin chaud, parce qu'il faisait hiver. Et ils chauffent le vin en mis en feu cette barre. Et moi, je trouve ça, au niveau d'une forme de générosité, avec un très peu de moyens, c'était super bien. Et on a vu pour la première fois, dans cet endroit-là, il y a des gens qui regardent en bas et disent, mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que ils foutent dans cette sable complètement poisonneux? Et finalement, il y avait des gens comme toi et moi, qui sont venus pour boire un coup. Et voilà, on était là, dans une forme de zone complètement désastreuse, et juste avec cette petite discours sur le site, sur le territoire, de prendre le territoire, de brûler tout ça, on a créé une ambiance, on a créé une histoire, et les gens, ils étaient invités. Bon, après, l'histoire de cette workshop, c'était le problème de rising water. So aussi, on essaye de fabriquer quelques images, un peu de provocation. Et ici, tu imagines tout ça, c'est un énorme lac. Nous, on trouve ça vachement beau aujourd'hui. Il y a certains élèves, on a fait de musique, on a fait plein de choses. Bon, ces images ne sont pas très, très bien, mais je voulais un peu discuter sur ce rapport que j'ai avec les étudiants parce que ça m'a aidé vachement dans ma réflexion sur le territoire. C'est immense. C'est des choses qu'on a fait avec certains élèves, un peu comme dans un photosatellite. On a fait des énormes drapés blancs qui font 10 mètres par 10 mètres. Et on a commencé à faire des énormes croix sur ce territoire, juste pour essayer de donner une échelle. Parce que sinon, il n'y a pas d'échelle. C'est tellement gigantesque. Et après, on a pris toutes ces interventions avec les étudiants. Et on a pris une salle, et dans cette salle, on a mis le papier sur le sol, plateforme, partout. C'était une pièce blanche. Et on est venu avec des photos qui sont prises dans le site. Ils ont fait des petites maquettes. Et après, dans cet espace-là, on avait demandé qu'avec ce corps, il se transmet ces ambiances. On s'est trouvé dans une situation qui est des étudiants en train de faire des projections sur ce papier, en train de dessiner des choses, mais absolument gigantesques par terre. Où il avait un peu de bière, de Gluckwein, et il est en train de dessiner partout. Et pour moi, c'était vachement intéressant avec l'expérience où le corps, il est vraiment participé de ces espaces qu'on a trouvés ici. Voilà, ils ont fait de la musique de rock, on a fait des vidéos, et on a fait des expos à Berlin qui étaient super marrants. Et tu vois, ici, tout ça, ça va être rempli de l'eau pendant 23 ans. Et c'était vachement étonné que les élèves, ils trouvaient ça vachement intéressant comme paysage. Ils ont créé plein de mécanismes. Et Yannick, ici, ils sont allés chercher quelques baignoires. Et ils se sont dit, voilà, il faut juste regarder ça. Ils ont fait des piscines imaginaires dans cet espace qui va devenir comme ça.
Et dans le même temps que j'étais à Berlin, on avait travaillé sur un site dans les Alpes et on avait fait une maquette qui faisait 30 mètres de longueur par 2,50 m de hauteur. Et c'était une ravine dans les Alpes très 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 serrée où il y a beaucoup de monde qui allait pour l'été, pour faire plein de choses. Et l'idée, c'était comment inscrire l'architecture d'accueil pour les gens, moyens, grands et grandes. Et voilà, ici on est en train de faire des maquettes. C'était la présentation définitive, on a pris des cartons, tout simple, on a peint intérieur noir, et tout le monde a porté ses projets dans cet espace-là. C'est encore ce rapport entre l'échelle et le rapport humain. Il avait des discussions qui étaient absolument fantastiques. Et une autre chose qu'on a fait à Berlin, moi j'ai très très peu travaillé dans l'université. C'est un peu comme à Barcelone, je refuse de travailler dans une institution. Et ici à Berlin, j'avais loué, parce que j'avais l'argent pour les étudiants, je louais, c'est un ancien hangar de chemin de fer. Et dans ça, les étudiants, ils sont restés pendant 3 mois. Ils sont dormés, on a fait des fêtes, parce qu'ils adorent ça à Berlin. Et on a fait toute une série de réflexions sur tous les problèmes urbains. Et c'est fait des choses très très simples. Ici, il y avait un drapé de papier blanc. Et dessous, tu invites des gens, tu fumes un pétard ensemble. Et tu regardes. Et plein de mécanismes comme ça. Et on avait fait plein d'autres recherches, surtout à Barcelone, au bout de pistes d'atterrissage, à la Brogade. Voilà, c'est toujours ce rapport entre les échelles et le corps. Ça, c'est une petite étude que j'avais faite en Corée. J'étais contacté par le Cité de Sciences ici à Paris. Il avait le maire de cette ville, Sochaux, qui avait acheté un bout de terrain qui se trouve quelque part ici, au bout d'un magnifique parc. Et il voulait installer un énorme musée océanique dans ce lieu. Et ce musée océanique, c'était lié avec tout le mer de tout le monde. On a trouvé cette carte qui dépicte des différentes mers dans le monde. Et on a utilisé ça dans une façon de faire un tatouage sur un territoire. Et c'est au travers de cet dessin-là qu'on a créé un projet où on est lié cet élément graphique. Ça, c'est le rift atlantique. Et ça, c'est un morceau de territoire qui se trouve en Corée. Et on essaie de fusionner tout ça ensemble pour créer un territoire qui devienne un espace clos et non clos, lié au territoire. Et dans ce territoire, on a installé des énormes aquariums gigantesques. C'est un bâtiment qui fait 700 mètres de linéaire. Et voilà, bon, c'est une petite étude qui était assez sympa à faire. Et ça, c'est le plan avec les différentes zones qui sont liées à les différentes mers. Voilà, c'est une petite chose en 2000 qu'on a travaillé ensemble avec quelques amis. Voilà, et en même temps, le Cité de Sciences m'a contacté pour faire une étude sur un territoire à Qatar qui se trouve dans cette zone ici, pas loin de l'aéroport. Et on n'avait pas le droit de visiter, ce qui est un peu dommage parce que ça avait été super cool. Et finalement, avec Internet, on a trouvé quelques endroits un peu archéologiques près du site qui nous ont beaucoup inspiré. Et on a vu sur notre site, il n'y avait rien. Tu vois, quand tu penses au Qatar,
Tu penses au désert Sahara, tu penses de dunes, tu vois. J'étais un peu dans l'esprit à Lawrence d'Arabia, dans son chameau magnifique, super romantique, tout ça. Et il n'y avait rien, absolument rien. Il y avait des petits cailloux qui faisaient pas plus que 2 centimètres. Rien, 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 rien. Et ils se sont dit, citoyens, ben, vous travaillez beaucoup avec de l'histoire de territoire, de paysage, faites quelque chose. Et je dis, putain, salaud! Il n'y a rien. So, on a re-regardé un peu ces images-là, ces histoires des anciens settlements, des anciennes villes dans le désert, et on voit avec la fondation comment ils résistent beaucoup dans le temps. Et voilà, on commence à réfléchir sur peut-être des choses qui sont intéressantes sur ces territoires, faire une forme de tatouage sur ce site. Et on est pris, ben, tu vois, ça c'est le site. C'était immonde. Et ils voulaient faire le plus gros musée naturel à Qatar. Et il n'y avait rien. Il y avait quelques pneus de 4x4 parce qu'ils sont bourrés de thunes. Ils avaient des 4x4 qui allaient partout, mais voilà, que ça. On a dit, ben, ces histoires de tatouage sont pas mal, liées à une technologie. La chose qu'on avait proposée, c'est de graver quelques éléments pictoriaux et d'essayer de réinscrire ça, de créer un territoire qui peut recevoir un bâtiment. L'idée, c'était de prendre comme un morceau de ce tapis, engraver, faire un tatouage sur le désert, faire un plissage. Et on était au bord de la mer, c'était aussi de plisser côté mer aussi. Et doucement de créer ce volumétrique. Ou après, le tatouage de le sol devient un volume, devient une structure, ça devient un territoire. Et on avait des idées aussi, ça c'est une continuation, un glissement entre terre et mer. Et parce qu'on était très près de l'aéroport, ils avaient demandé, ils voulaient quelque chose un peu splendide. Bon, on a imaginé au travers de cette dentelle de structure qui vient de la surface. Et voilà, les idées, c'était, voilà, on est arrivé de cette forme de mégastructure, ces écosystèmes. Voilà, ça c'est un peu pour le flanc, quoi. Mais bon, j'ai jamais montré ça. Et un moment, il y a Patrice Goulet qui m'a dit, Duncan, il faut absolument que tu montres ça. Il avait fait une expo absolument fantastique à Düsseldorf. On était avec Francis Rambert. Et c'est vachement drôle. De temps en temps, tu gardes des petites choses qui sont cachées dessous le lit. Et voilà, c'était mis dans un expo et finalement, je dis, bah, c'est pas trop mal. Voilà, ça c'est... il faut que j'aille un peu plus vite, sinon tout le monde va dormir, quoi. Ça, c'est un territoire en Norvège, vachement intéressant. On voit comme des glaciers qui sont reculés vers le nord, où ils ont fait une interface avec des éléments plus rocheux, plus costauds. C'est un vrai territoire lié à la géographie. J'avais un pote en 1999 qui me donne un coup de fil. Il me dit, Duncan, on a vu que tu es publié 1 ou 2 fois en DA. Ça, c'est grâce aussi à Francis. Et ils disent, bah, on va bien faire un petit concours avec vous. Je dis, Augie, avec grand plaisir, parce qu'Augie, c'était un partenaire où on a bu beaucoup au Japon. Et il me dit, bah, on n'a pas beaucoup de chance, parce que voilà, il y a 6 autres équipes scandinaviennes qui concourent sur ça. Voilà, c'est Fredrikstad, c'est une grande ville, juste sud de Oslo. Un territoire délimité par cette trait rouge. Et dedans, il y a 2 extrusions de granit assez belles, avec de mousse qui sont 5,30 m,
5,82 m hauteur. Et dans ces extrusions de granit, il y a un pinède qui est pas mal. Et dans le concours, ils avaient demandé que tout le concurrent se construit en périphérique. Ici, pour laisser un fond d'espace magnifique. Et avec Augie, avec de Aquavit, on a discuté ensemble et on a dit c'est con. Il faut absolument construire un truc où c'est beau. Et Augie me dit, mais en Norwegian, c'est pas con. Et je sais pas, je connais pas beaucoup de Norwegian, je ne peux pas faire de translation. Qu'est-ce que c'est con en Norwegian, mais bon. Ça, voilà. Ça c'est le site. Voilà, il y a une boule là et une boule là qui sont magnifiques. Et nous on a dit, mais ça nous intéresse beaucoup. On a décidé d'aller là, c'est fait mal. Et on a inscrit un projet là. Et on a gagné. Voilà. Ici, c'est après le concours. Ici, on est en train de sortir de Fredrikstad. Et cette silhouette-là, c'est le site. Ça, c'est un pote que j'ai travaillé sur la façade, Dominique Lemondet, qui est ici en France. Et c'est lui qui m'a aidé à travailler. C'était vachement marrant parce qu'il avait eu le 1%. Tu sais, de 1% artistique sur le bâtiment. J'avais contacté Gaetano Pecci et il avait plein de choses, plein d'interlopes, ça n'a pas marché. Et Dominique me dit, je fais, donc on y va. Il m'a aidé de faire ça, mais bon, ce n'était pas évident pour lui, parce qu'il est de Rennes. Voilà, ça c'est le site, ça c'est l'entrée du site. Mais on est vraiment aux limites de la ville, c'est assez bizarre. La limite entre urbain et le naturel en Norvège, c'est super extrême, quoi. Les objectifs, c'est voilà, aller où c'est fait mal et de faire une chose intéressante pour les gens. On est dans un bout de roche qui fait 5,80 m et on avait dit, c'est pas mal ça, c'est pas mal, ça fait un bon hall, ça fait un bon hall de Nicole. On a dit, peut-être des choses qu'il faut faire, il faut faire un front, il faut créer une forme de petite falaise de 5,80 m et utiliser ça pour le support pour toute l'école. Voilà, on a installé ici l'école et on a coupé dans cette masse et on a situé tous ces bâtiments devant, où on a gardé toute la matière sur place, on broyait, on a réinstallé ça sur le projet. Et après, dans la partie supérieure, il y avait une autre partie de l'école avec d'autres engagements par rapport au territoire. Voilà. Bon, à cette époque-là, j'avais été dans une grotte dans l'Anjou. J'étais pas mal inspiré par la façon que l'homme il fait des extractions, il utilise ça pour ce montage spatial. Ici, on coupe dans le caillou, tout ça on va mettre ici, et tout ce qui est en résiduel, on remplit entre le bâtiment, quoi. Bon, ça c'est compliqué maintenant. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je fasse un chape. C'est chiant tout ça. Qu'est-ce que faut que je fasse maintenant? Lecteur Windows? Putain. C'est haute technologie. C'est pas ça que je veux. Non, ça marche pas. Double-clic? Non, il marche pas. Voilà, ça c'est le début du chantier. Et à ce moment-là, le client il commence à vraiment flipper, quoi, tu vois. Ils disent, et même Augie, mon copain, il dit vous êtes là un peu de nous aider à travailler avec le contexte. Ici en Norvège, on est très les années 60, tu vois, flower power et tout ça. Et voilà, quoi. On est... attends, il faut que j'arrête ça.
Voilà, on a commencé le chantier assez brutalement, mais je trouve ça assez positif. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ça? Maintenant, c'est ça, voilà, et je fais ça. C'est ça, et après, je fais ça. Gagné. Voilà, ça... C'est difficile de contrôler tout ça. Hein. En train de faire l'archi, on avait des ingénieurs qui étaient super cool. Et voilà, sur le chantier, ça commence à démarrer avec un coup de fouet. Voilà, ça c'est le plan. Ici, on a découpé dans la falaise. On a laissé certains cailloux devant pour créer des espaces un peu protégés, un peu privilégiés au niveau de géologie. Ici, il y a un petit bâtiment assez bizarre. Et ça, je n'avais pas compris au départ. Moi, je pensais que l'entrée se passe par ici. Mais en Norvège, c'est très sociaux et tous les élèves arrivent directement dans la classe. Ils n'ont pas vraiment, comme souvent ici en France, qui ont fait un ouvrant, il faut en descendre de slip, voilà, c'est magnifique, l'école. Non, eux, ils ne sont pas ça. Ils ont le slip, mais ils ne sont pas de cette façon-là. Et la chose qui se passe, c'est ce petit bâtiment-là, ce n'est pas l'entrée, mais c'est l'entrée. Parce que tous les élèves, ils arrivent un peu partout en vélo. Et ces petits bâtiments-là, ils ont fait un puits qui descend de 150 mètres. Bon, on ne va pas trop discuter sur cette connerie ici en France, sur l'HQE, ce que je crois, mais peut-être pas dans la façon politique que c'est écrit, et c'est décrit, et même comme c'est utilisé. Je pense qu'on peut vraiment travailler dans l'HQE, mais dans la bonne terminologie, dans le bon sens. Et je suis assez content que je trouve des gens qui ont compris ça. Il me fait comprendre ça aussi. On est en train de faire plusieurs concours à présent moment ici en France qui ont essayé de un peu générer une autre discussion sur qu'est-ce que c'est HQE. Voilà. Je finis avec le truc politico et je retourne au slip des enfants et tout ça. Là, c'est un puits qui descend 150 mètres et cette puits-là, c'est refroidi et se réchauffe toute l'école tout le temps. Comme il fait plus 30 d'eau et comme il fait moins 45. Et ça coûte le pot et les fesses, mais c'est vachement intéressant. Et je ne sais pas est-ce qu'on peut faire ça ici en France, parce que c'est vraiment très cher, mais c'est sûr, dans le long terme, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et en Norvège, ils sont bien comprendre ces choses dans la durée. Voilà, ça c'est le plan qu'on avait donné à le mec qui fait exploser la falaise. On a découpé tout et on a dit, bah, vous mettez ton charge, tu commences à faire le sillage dans ces endroits-là. Et voilà, et c'était un sacré dégât. Ça, c'est le rôle central, il est magnifique. Et le problème, c'est la dynamite, ce n'est pas quelque chose que tu contrôles très bien, quoi. C'est foutre le bazar partout. Et, mais ils sont vachement sympas en Norvège. Ils ont reconstitué le falaise pour nous, qui coûtait très cher, mais c'était sympa. Et ils commencent à reposer de bouts de morceaux à droite et gauche, mais tu sais, c'est 6 tonnes. Une morceau, 6 tonnes, quoi, tu vois. Moi, je critique pas, hein, mais ici en France, tu dis à un entrepreneur qu'il faut bouger un bout de caillou de 6 tonnes et voilà. Mais c'est vachement intéressant de façon aussi qu'on a la capacité de reconquête et reconstruire un territoire. C'était fantastique, quoi. Mais c'est vraiment de gros blocs, quoi. Et voilà, ça c'est... Le chantier était fini depuis 4 ans maintenant. Ici, ça c'est tout le rez-de-chaussée qui est vachement lié au socle, au sol, avec le remblai. Et dessus là, c'est le rôle central. Et après, on a des éléments en partie supérieure, un deuxième étage. Et sur le deuxième étage, parce que toutes les classes sont au niveau supérieur, tout ça c'est traité, c'est encore cette idée d'enfilement de paysage.
Voilà, ça c'est... Et on est obligé de grandir de fils. On avait dit qu'on voulait des fils de 2 mm. Ils ont fait des fils de 5 mm parce qu'ils avaient t'inquiète les enfants et coupés. Ils détruisent la façade, mais bon, pourquoi pas. Hein. Et voilà, ça c'est le rôle central. Et la chose qui était vachement intéressante, tout le traitement de sol, c'était l'extrait de le minéral sur place qui était broyé, qui est après utilisé dans le béton. Et ça donne une chose vachement intéressante dans l'espace intérieur, sous forme de monobloc de matière. Ça, c'est le restaurant. C'est assez pauvre. Toute la plateforme de rôle, c'est le gros coffrage en bois. Les choses phoniques, c'est des choses très très cheap, mais l'ensemble, ça fait quelque chose d'assez agréable. Et dans cette partie supérieure de classe, on a récupéré tout le morceau de bois qui était possible de récupérer, on réinscrit ça sur la façade. Et je suis vachement intéressé sur certains artistes de façon de détournement de matière, le vrai et le faux. Et on a récupéré certains arbres sur place, où on a transporté ici en France. Et on avait moulé certains éléments, parce que le client avait demandé un clin d'œil sur la classe avec des couleurs différentes. Voilà, ça c'est le moulage. C'est une sacrée histoire je peux compter toute la nuit sur juste cette problématique-là. J'ai téléphoné quelques amis ici à Paris pour pleurer parce que c'était de folie, quoi. Mais bon, enfin, on a arrivé de faire. Et c'est le moulage de PVC qu'on a importé d'Italie, qui après qui a été tenté, qui après qui était... ah oui, c'était... L'entrepreneur, il avait fait faillite pendant les travaux. Et ça, c'est toute mon équipe. Ça, c'est ma secrétaire Katia. Ça, c'est Ben de Montpellier. Ça, c'est Arthur, un Asiade. Ça, c'est un super copain qui est ici en première ligne qui m'a sauvé sur la vidéo ce soir. Voilà. Ça, c'est Terry. Et ça, voilà. Ça, c'est... Ça, c'est l'archi, pas de thune, en train de gratter par terre pour essayer de sauver son projet. Et voilà, ça c'est des éléments qui sont moulés dans un seul morceau de 5 mètres 30, qui étaient fermés dans une usine et moi je n'avais pas le droit d'accès. Tout le façade était calpené par rapport à cette pièce-là. C'était vraiment grave. J'avais même des lettres qui entraient entre les gens ici assez hautes et le ministère en Norvège pour m'essayer de sauver. Et finalement, on est arrivé de transporter tout ça à Oslo dans 2 camions. Et ça, c'est Dominique qui a pris en tout charge ça. Et c'est vachement... Ça, on voit ici, c'est les éléments artificiels avec des éléments de bois naturel. Voilà. Et il a même des étudiants qui nous aidaient de fabrication de la façade. Il fait moins 25 d'or, mais ils sont venus de partager. Et c'est vachement drôle, tout le monde a dit c'est des éléments vachement fragiles, ça va être cassé tout de suite. Et c'est vachement drôle, comme tu vois, les étudiants qui allaient de la façade, qui caressent, qui lèchent comme un bonbon. Ça c'est drôle. Voilà. J'ai presque fini. Mais bien. J'ai eu une sacrée chance, 3 ans avant, que j'étais contacté par M. Amelouz, qui dit Duncan, je voudrais que tu viennes pour faire une interview. C'était à Saint-Germain, ici. Ils disent, j'avais contacté Jean Nouvel et j'avais offert Jean de faire tout un travail sur le logement.
le City Manifest à Mulhouse, et Jean a refusé. Jean a refusé, mais bon, il y avait de boulot, hein, c'est pour ça. Ils disent non, 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 et ils disent la chose qu'il y avait proposé, c'est de peut-être travailler avec quelques amis sur différents îlots. Et Jean avait proposé votre nom. Alors je dis, ben, putain, c'est cool. Parce que j'avais pas de boulot. Bon, j'avais des trucs en Norvège, mais j'avais pas de boulot. J'ai dit, ouais, c'est super cool. So, voilà. Il avait des petits rendez-vous sur City Manifest qui est passé chez Jean. Et moi, j'aime pas être toute seule, moi. Je suis assez fignon comme garçon. J'avais contacté les amis, c'est des jeunes archis, bloc à Nantes, parce que j'étais à Angers à cette époque-là. Et je dis, bah, allez, on fait ça ensemble. Et ils étaient super contents. Et moi aussi, pour partager un peu cette aventure, parce que c'était une sacrée aventure, parce que c'est peut-être le premier, je ne sais pas ce que c'est la seule fois que j'ai rêvé d'être en face d'un maître ouvrage qui disent allez jusqu'au bout, sauf que vous avez une seule règle, restez dans le prix. Finalement, c'est dans pas mal de liberté de réflexion. Et il a honoré ça jusqu'à livrer un chantier. Et ça, c'était super rare. Super rare. Et je remercie Pierre. Voilà, City Manifest. C'est pas en prison, hein. C'est pas apparaissé. Hein. Et tout de suite, il avait beaucoup de discussions dans la presse. Ici, c'est bon, voilà, qu'est-ce que c'est les maisons sociaux voilà, qu'est-ce que c'est le modèle de maisons sociaux. Et moi, on a commencé à gratter la tête, on a dit c'est absolument impossible de faire revendiquer que vous pouvez faire un modèle d'un logement social. Pour moi, c'est impossible. Et on avait dit, bon, comment on peut injecter notre savoir-faire sur cette site qui était superbe. C'était dossé sur une ancienne cité qui était construite en 1843 dans ces eaux-là. C'est une cité ouvrière. Et nous, on arrive avec une usine qui est démolie pour dosser contre. Et c'est absolument magnifique. Absolument magnifique. C'est au plein cœur de ville. Il y a des rues qui sont minuscules. Et chacun de ces bâtiments, à l'origine, ils étaient tous pareils. Absolument tous pareils. Et vu de changements de gens, de Turcs, de gens de Roumanie, de gens qui sont venus ici pour travailler, qui sont de besoins complètement différents du moment que ça s'était conçu, chacun commence à construire comme il sent, comme il peut. Et on a dit, ben, c'est un process absolument fantastique, avec une richesse très très juste par rapport à ce quartier. Avec mes amis, on avait dit, ben, peut-être la chose qui est intéressante c'est de faire la même chose, qui n'est pas évident à faire parce qu'il faut l'architecte, à la livraison de chantier, il donne quelque chose qui marche, quoi. Mais on voulait dire, peut-être, on peut donner quelque chose qui marche pour aujourd'hui, mais qui peut changer. Et voilà. À l'origine, tous ces bâtiments, ils avaient deux pentes, une comme ça et une comme ça, et tout était pareil. Tous les clôtures, ils étaient pareils, et aujourd'hui, il n'y en a aucun. Les gens, ils ont une piscine olympique pour l'été, ils ont le basketball olympique pour l'hiver. Ils ont de belles pièces de belle-mère. Ils ont le caravane pour toute la famille. C'est ensuite. Et c'est fantastique. Et le barbecue. Oh, c'est absolument magnifique. Et il n'y a aucune clôture qui est pareille.
So, nous, on a commencé à regarder un peu ça. Bon, on était sur place, on est resté une semaine de gens dans cette ancienne cité qui était absolument formidable. Il boit beaucoup, mais c'est formidable. Et on a commencé à regarder qu'est-ce que c'était la maison d'origine, le noir, les extensions en périphérique de ce noyau dur, et après, ensuite, toutes les extensions de belle-mère, les choses de l'été, que tu peux presque mettre la télévision aussi et regarder ça, et les espaces verts. Les espaces verts, c'était aussi important, et on a vu ça un peu comme une cinquième pièce, parce que l'été, ça bouge. Voilà, ça c'est le plan masse. Ça c'est Mathieu Pauvin. Ça c'est Shigeru Ban. Ça c'est Jean-Philippe Hanan. Très minimaliste. Ils adorent ça. C'est formidable. J'adore. Et ça c'est Jean. C'est le plus grand, mais bon. Il faut lâcher quelque part quand même. Et là, ces grandes taches noires, là, c'est mon bordel avec bloc. Et avant on commence à parler de l'archi, il faut parler de contexte. Et c'est un contexte qui marche. Mais dans les règles, il ne marche pas du tout. Ça, c'est une rue qu'une voiture peut passer, mais tu vois, personne ne se passe. Les rues sont trop petites, mais les gens, ils se garent quand même. Et je demande à des gens, mais je dis, putain, c'est le bordel chez vous. Ils disent, non, c'est fantastique. Moi, Monsieur Schmitt, j'y allais en face là, je dis, je vais aller chercher ma baguette, je demande, il bouge sa bagnole. Je dis, ça marche? Il dit, ça marche. Il dit, ça marche très bien. Cette histoire de voisinage sur des choses qui en réglementation normalement sont pas faites pour marcher, ça marche super bien, quoi. Et je pense par rapport au City Manifest, on aime, on n'aime pas, mais les choses que je veux dire aujourd'hui, un vrai quartier il est créé. Et ça, c'est pas mal. C'est un quartier qui est créé et d'échanges qui sont faits entre les gens. Et au départ, la ville de Mulhouse avait fait des voiries à 6 mètres. Et moi, je dis à tout le monde dans la réunion, ben, c'est pas mal ça. Et peut-être il faut continuer ça. On a modifié un peu le plan urbain de la ville. Et moi, je suis assez content qu'on arrive à faire ce changement. Et ça crée moins de problèmes qu'on pense. Et voilà, et le projet. Le projet, c'est basé très simplement sur un carré mulhousien. Le carré mulhousien, c'est un petit carré coupé en 4. Et on avait dit, contextuellement, peut-être on fait la même chose. Mais comment faire ça? Parce qu'il faut faire ça par cher. Et ça, c'est un restaurant que je connais qui maintenant est démoli. C'est un peu dommage. Le bouffe était pas bien, mais bon, c'est peut-être pour ça. Mais c'est une station essence. Et moi, j'étais vachement intrigué sur la station d'essence. C'est le carré au-dessus, tu sais, la pompe où on tire l'essence comme ça. C'est vachement beau, quoi. C'est super minimaliste. Ça marche. Tu peux accrocher plein de choses. Et on avait pensé peut-être on peut commencer avec un projet avec un simple toiture. Et autour de cette simple toiture carrée, il peut être les éléments de function qui glissent dedans et dedans, avec tout ce rapport que je parlais sur l'ancienne cité. Et voilà, ça c'est l'extension de le plan. C'est un tout petit projet, hein, c'est 12 logements. Et voilà, l'idée de le plan c'est très simple. On a une partie centrale très compacte, super compacte, cuisine, water, tout ça. Il y a un réseau qui passe comme ça. C'est le moins que tu peux faire. Carré mulhousien. Et doucement, on essaie de construire des choses autour de cette carré, en haut, en bas, dessus, au-dessus, des choses qui sont moins éphémères et d'autres choses qui sont très éphémères. Et finalement, la chose que je voulais essayer de faire avec notre parcelle, c'est de construire presque 100%. Et on a commencé avec des histoires des algécos, et finalement, les algécos, c'est un putain cher. Hein. C'est vachement cher comme truc. Hein.
J'étais vachement étonné. Hein. On se voit partout. Hein. Je crois que Bouygues, vraiment, il est gavé de thunes parce que c'est très cher comme truc. Le moment que tu es obligé de mettre de l'électrique, mettre tout ce bazar, c'est super cher. Quoi faire? So, on a dit, quelque part, il faut commencer avec une module très simple. Ce qu'on avait fait, ça c'est des chambres. So, on a commencé avec des chambres. Tout pareil, même taille. Et après, on est la partie centrale en maçonnerie, avec le water, avec des cuisines. Et après, on met notre toiture de station essence, tout simple. Et après, il faut construire 100%, et pour nous, des espaces périphériques de bâtiments, on voulait intégrer ça directement dans le bâtiment. Ça, c'est des jardins. C'est des jardins futurs. C'est aussi fait office de garde-corps parce que notre toiture, ça devient un espace utile. Ce n'est pas une toiture, c'est une terrasse. Et une autre chose qu'on voulait offrir sur notre projet, c'est, on voit le dessin ici, c'est vraiment de travailler sur un volume. Et on a offert dans notre logement un très très grand volume en hauteur. Et on est quand même 5,30 m sur plateforme. Et tout ça, c'est des idées aussi que, ici, sur les espaces intérieurs, ce balcon, ils pouvaient dans le futur des investissements dans des espaces d'autrement que nous, on a conçus. Voilà, ça c'est un monde de tenue, tout ça à 3,20 m en porte-à-faux, parce qu'on est très très serré, on est complètement fait des extensions de large de bâtiment qui allait jusqu'aux limites de la petite voirie. So, ici, on a besoin d'utiliser ces endroits pour des abris de bagnoles et de mettre 2 poteaux. Tu vois, de temps en temps, avec des bagnoles, moi, j'en ai fait 3 accidents dans ma vie. Tu tapes dans un poteau et le bâtiment, il peut se faire mal. So, finalement, on a trouvé un système qui s'appelle SteelTech. Est-ce qu'il y a des gens de SteelTech ici? C'est pas bien. C'est la merde. C'est très, très, très difficile à utiliser. Comment ça s'appelle? C'est un mécanome, c'est des trucs... mécano. C'est un mécano où il faut faire tout le boulot ensemble et c'est fait un projet. Le seul problème, c'est ils ont des bureaux d'études fantastiques. Ils calculent tout, c'est magnifique. C'est tout coupé dans l'usine, magnifique, et ça arrive avec un camion sur place. Et là, tu es toi, moi, ça arrive, ils disent, bon voilà, maintenant assemblé. Ils n'ont aucun suivi après. So, tu imagines, tu as un bâtiment avec 10 000 pièces et tu n'as aucune instruction comment il faut assembler, quoi. Moi, j'arrivais sur place avec Benoît. Il y avait des journées que des gens, ils étaient là avec le tronçonneuse en train de couper le métal. Comme ça. Je dis, arrête, tout est calculé, il faut assembler. Oh non, on est ras le cul. Putain, le bazar. Rien n'est droit, rien n'est... Tout est... Tu vois, tu imagines assembler ça? C'est des folies, Bon, en tout cas... Au niveau des calculs et tout ça, ils étaient fantastiques, mais voilà, l'entreprise a fait faillite pendant le chantier. C'est affreux, quoi. Voilà. Voilà, tu vois, tout est juste en vrac. Allez, assemblez, tu vois. Pas de baguette magique, rien, pas de plan, rien. Assemblez. Putain, c'est affreux. Mais bon, on arrive. Et avant, parce que moi je suis plutôt un garçon un peu doux, et finalement on avait une façade qui était à une époque un petit peu en bois, un petit peu en métal, et choses comme ça. On avait tellement ras-le-bol de calpiner tout ça, on a dit, allez, hop, tout en métal, quoi. Tout en métal. Et... c'était pas un mauvais choix finalement parce que on a trouvé un
c'est de vieux frigos industriels. Il y a des Galva qu'on a trouvés en Italie avec un sandwich d'insulation. Et finalement, toute la menuiserie, tout, c'est en forme de monobloc de matière qui a une certaine période de journée qui est assez beau parce que ça absorbe tous les différents types de lumière et ça ne marche pas trop mal. Voilà. Et après, ça c'est la deuxième entreprise qui fait faillite, c'est Elzog. Parce que tu sais, de communiquer ça, c'est du jardin vertical, le mec, et voilà. Tout ça, c'est des éléments qui étaient compris dans le marché, qui viennent ce partage des espaces intérieurs et extérieurs du projet. Voilà, on avait des piscines en haut. Il avait un problème, l'entreprise fait faillite, qui faisait l'étanchéité. On est obligé de chercher un autre. Je suis un architecte assez pauvre. Hein. Je n'ai pas gagné beaucoup. Non, mais c'était une sacrée expérience parce que pendant toute la phase de conception, chaque architecte avait sa façon de faire et on était réunis chez Jean et on a vraiment partagé des choses absolument fantastiques, qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment faire. Et sincèrement, avec Jean, qui n'était pas là souvent dans ce type de débat, mais quand il était là, c'était vraiment un chapeau. C'était une super expérience. Quoi. Voilà, ça c'est fin de chantier qui était au milieu de l'année dernière. Ça c'est Shigeru Ban, ça c'est Jean-Philippe Henan, ça c'est moi et Bloch, et ça c'est Mathieu, et ça c'est Jean Nouvel. Encore tout ce travail que j'essaie d'assumer, c'est comment ces idées de limites périphériques et intérieures du bâtiment, comment séduit un contexte, un environnement qui a l'air de marcher, qui a l'air de donner des choses, qui n'est pas figé. Comment on peut... Le mot provoque, ce n'est pas un bon mot, mais comment juste guide ça un tout petit peu, ou les gens, après, ils peuvent se réapproprier l'espace dans sa façon, dans sa manière, avec ces usages qui changent. Voilà. Et ces éléments qui viennent se greffer aussi sur la toiture. J'étais avec des gens l'été dernier, il y a des barbecues, ça c'est cool. Bon là, il n'y a pas beaucoup de végétation, tu vois. Francis, je ne travaille pas juste avec le paysage, quoi. Je suis assez brutaliste quand même. Hein. Voilà. Non, mais ça pousse doucement, et il y a des gens qui prennent soin. C'est pour ça que j'aime bien montrer des images dans l'hiver. Moi, j'aime bien celui-là aussi. C'est super hard rock, mais j'aime bien. Mais le projet que j'ai fait avec Edouard François 7 ans avant à Juppy, sincèrement, je peux te garantir aujourd'hui que tu vas aller sur place. C'est quelque chose qui complètement change. Et je pense que ça c'est aussi pour le bonheur de gens qui viennent, qui changent. Et aussi, l'idée à le projet de Mulhouse, c'est notre îlot. Il veut gérer quelque part un peu comme un poumon vert dans le temps. Et finalement, le bâtiment il va complètement être absorbé et engouffré dans un espace vert. Notre chose sur l'archi, c'est vachement... Je te demande de donner un peu de temps, de juger pas trop ça, quoi, tu vois. C'est difficile, hein, difficile. Mais jugez pas ça. C'est pas la fin, c'est le début. C'est le début. Encore cette cohérence avec l'ancienneté, de façon que ici on est plein des histoires qui sont entre un espace vraiment clos intérieur et ses clôtures.
moi j'avais beaucoup de problèmes parce que non pas j'ai gagné cette histoire de continuation de la voirie tout droit, mais aussi j'ai enclenché ces espaces verts futurs dans des espaces publics. Il avait pas mal de discussions avec la ville de Mulhouse. Ça, c'est l'image, j'ai pris 4 ans maintenant, Jupy. Ça c'est juste pour expliquer, il faut laisser du temps, il faut laisser un peu de temps passer. Ou alors, ça c'est... Il faut que j'aille plus vite peut-être, non? Ouais, plus vite. Ça, c'est une petite école que je fais à Aubernais. J'ai beaucoup d'inspiration de ce projet-là, de découpage agricole. Ouais, je commence à aller plus vite là. Voilà, on y va. L'idée, c'était dans un ancien camping de réinstaller un tissu agricole au cœur de ville, l'identité de Aubernais. C'est aussi un paysage complètement sculpté par l'homme, par ses besoins, par sa gourmandise. Ça, c'est le site. Et ça, c'est le plan de concours. De l'amification totale de l'espace avec 3 bâtiments inscrits dans ces plans. Chaque bâtiment, il est son rapport avec le sol, parce que chaque bâtiment est fait pour un âge d'enfant différent. Ça, c'est le maternel posé au sol avec le gymnase, élémentaire, élévation en l'air. Et ici, le périscolaire avec la fonction de l'entrée et un moment que c'est décollage d'un site légèrement incliné. Aussi, le bâtiment, il a 2 corps. Il a un corps dur et un corps léger. Et ces 2 corps, ils travaillent avec le site. Voilà. Ça, c'est l'élémentaire. Et parce qu'on était complètement inscrits dans un parc, je voulais non pas travailler juste avec des végétaux, de faire une forme de mimétisme de le parc, mais aussi utiliser le végétaux comme aide avec des problèmes thermiques de le bâtiment. Ça, c'est un super pote, Ben, de Montpellier. Voilà, il y a deux systèmes dans le projet. Il y a un système qui tient une forme de grillage très simple, un peu comme tu as vu à Mulhouse, avec de la végétation qui descend et de la végétation qui monte. Et après, il y a des panneaux qui viennent se greffer sur la façade. Ça, c'est mon pote, il était super cool. C'est un rocker, il vient en Harley Davidson. Moi, j'adore le chantier. Voilà, ceux-là, ils sont en train de préparer. Ça, c'est la pré-cultivation de toute la façade. Ça, c'est après 3 semaines. Ça, c'est mon copain de Soprema qui m'a aidé de travailler là-dessus. Ça, c'est livraison chantier. Oui, il y avait tout un travail avec un bac, avec un système d'irrigation, tout ça. On a pris pas mal la tête là-dessus. Et voilà, ça c'est des installations sur le chantier. Voilà, ça c'est la partie qui fait la liaison de le toit bas. So ici, dans le futur, tout ça, il y a toute une série de plantations qui sont faites en rive, avec aussi un autre nouvel système que j'ai développé avec Soprema. So dans 2-3 ans, tout ça, ça va être intégré. Ça, c'est le bâtiment central. Je suis en contentieux sur ce projet-là pour 800 000 €.
Sauvez-moi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours le problème avec le chantier. Mais bon. Chose qui se passe, le maire avait choisi ce site, il avait dit construit dans une forêt. Je dis ok, pas de problème. Et tout le bâtiment, ça ne se voit pas ici, mais tout le bâtiment, il glisse dans ce contexte vertical. Et pendant le cours de chantier à Strasbourg, dans un parc, il y a un arbre qui est tombé sur 2 enfants. Ils sont morts. Et le maire, il commence à flipper, comme tout le politique se flippe. Et il me dit, Duncan, c'est votre faute. Il ne faut pas construire ça avec les arbres. Je dis, mais arrête tes conneries, c'est là pour ça. 3 ans après, tu me dis ça. Il dit, ouais. Les racines sur le chantier sont complètement abîmées. Le maire a décidé de me coller un procès. Et il est en train de... Non, il n'est pas en train. Hein. Ils sont coupés tous les arbres. Tu imagines, j'ai les bâtiments qui glissent dans un paysage qui n'est plus de paysage. Et ils sont coupés tous les arbres. Ici, c'est ma faute. Ils ont collé un procès à 800 000 €. Mais bon, c'est juste pour le fun. Juste bien sûr avec la MAF. Papa. Tant mieux. Voilà, ça c'est le hall central, tel quel, qui fait la liaison entre les 3 bâtiments. Ça c'est la partie du bâtiment supérieur qui commence à décoller du sol. Ici c'est la cantine pour les étudiants qui passent ici, qui descendent dans le cours de récré, qui passent au élémentaire. Ça, c'est la façade maternelle. Ici, il est le cours de maternelle. La classe s'ouvre directement sur cet espace-là. Et je trouve ça assez intéressant, la façon de profil. Ça s'est marié avec le centre-ville. Ça, c'est le bâtiment entrée. Et voilà. Bon, il faut que j'aille plus vite. Sociopolis, c'est en Espagne. Il fait chaud en Espagne. Je zonais pas mal de temps en Espagne parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. Et j'étais à Barcelone, à l'Université de Barcelone pendant 6 à 7 ans. Et j'ai rencontré des gens d'Acta, Manuel Gauza, Vicente, Winnie Muller. Et ils ont lancé un projet à Valencia qui était un travail urbanistique sur le Huerta. Et le Huerta, c'est toute la partie extérieure de Valencia qui est en train d'être saccagée. Et il avait une première étude, et après, rien. Et après, 2 ans après, Vincent il me téléphoné, il dit Duncan, bon, on y va, on va faire un projet ensemble avec quelques amis, et on va faire tout un quartier, on va travailler. Il a liaisonné ça avec le Biennale de Valencia, qui est assez important au niveau l'art et littérature. Et voilà, on était toute une bande de gens, Toyo Ito, on est allé à Valencia, on a mangé ensemble, on a discuté. Et chacune, ils ont fait une proposition sur un site avec un endroit très spécifique qui était donné par Vicente. Et c'est un projet où il est complètement un travail sur la mixity. Ce n'est pas juste des logements sociaux, c'est plein de choses culturelles, il y a lavamat, plein de choses. Et ça, c'est un projet qui était montré à la Biennale 2 ans et demi, 3 ans avant. Et à cette époque-là, c'était une forme de prospection de Vicente. Et 2 ans après, la ville de Valencia, ils ont offert un terrain d'un promoteur privé, de IFSA, qui n'était pas tout à fait dans le même lieu, qui est au sud, mais sur le même contexte, c'est sur le Huerta. Et ça, c'est le plan général de le site. Ça, c'est le projet de Vicente. Ici, c'est le projet de ACTA.
Ici, c'est MVDV. J'ai mal à dire ce nom, là. Winnie Mass. Je connais Winnie. Je peux faire ça, c'est Winnie, Jacob et tout. Et voilà. Ensuite, ici, ça, c'est Sagos, Valencia. C'est des gens super bien qui connaissent de bonnes bars à Valencia. Au cas où tu as besoin d'un bon bar à Valencia, donne un coup de fil. Et voilà. So, Winnie Muller, Foreign Office, Greg Lynn et d'autres gens. Bon, c'est lié à le logement social. Et ça, c'est l'ancien site, mais qui est exactement pareil que le nouveau site. Et Vincente me dit, Duncan, toi, tu as une parcelle, c'est assez plat, tu vois tout le nouvel logement en train d'être construit. C'est un terrain complètement plat, sauf sur votre parcelle, vous avez des orangers, à 100%. Ben, je dis, merci beaucoup. Ils disent, il faut que tu construises à 100% sur ton parcelle. Je dis, ben, j'ai un peu mal barré de construire déjà sur un territoire qui est occupé par un paysage complet. Et par contre, il y avait quelques indications sur place qui étaient assez intéressantes. On y voit archi, voilà. Bon, on est entré dans toute une série d'études sur la parcelle, les orangers, la profondeur de racines, comment ça peut marcher, des choses comme ça. Et finalement, on a dit, ben, plutôt que de travailler juste sur un projet, c'est chose qui est intéressante, c'est de travailler sur une idée d'une stratégie, une stratégie architecturale. On est dans le Huerta, c'est le terrain agricole, et l'idée c'était de faire des idées d'extrusion, créer une nouvelle codification de ce lieu, et utiliser cette code pour concevoir et construire le logement. Celui-là, elle est directe, non, maintenant? So, on est ces orangers qui, je dis à Vincent, ben, finalement, les orangers, on veut créer quelque chose, pas juste 100% des orangers, on va garder, on va faire 200, 300%. So, on va construire un bâtiment à 7,50 m de sol et on va inscrire, surtout le problème climatique, les orangers en partie haute et on va sauvegarder tous les orangers sur le site. Et toute cette codification, on va réinscrire et ça va nous aider à absorber toute une démarche spatiale dans le projet. Je vais aller à vite là, mais je vais vous montrer après. So, il avait certains éléments sur place qui nous dérangeaient, mais je trouve vachement intéressant. Un camping, c'est très efficace. C'est des gens qui viennent, qui branchent sur un réseau, qui ont les endroits où il y a des chiottes, et c'est très très bien organisé. So, c'était une bonne inspiration sur l'organisation de le plan. Et finalement, le projet s'est divisé en 3 morceaux. Un morceau à 20 mètres de sol, parce qu'on veut garder tous les orangers, et l'irrigation de la Huerta, c'est connu pour faire cette rendre l'eau au niveau du sol. Et après, on est de deux étages supérieurs. Ça, c'est le façade. Ici, on est des orangers existants, certains équipements en rez-de-chaussée. On est un tablier à 7,50 m de sol. Tout ça, c'est pour laisser la lumière infiltrer pour sauvegarder ce paysage-là. On est des éléments qui pendent, un peu comme le titi de vache, en partie inférieure. Et après, on est tout un decking en partie supérieure. Et à ce présent moment, je rends la APD. Normalement, je vais essayer de lancer l'appel d'offres pour juste le début de l'été. So là, on est en train de travailler sur les différents types de matériaux qu'on va utiliser dans la façade. Bon, j'allais faire un peu de ski avec ma fille cet hiver. Et so, il va y avoir beaucoup d'éléments comme ça, de tressage très simples, qui vont être intégrés dans la façade pour ombrage. Ça, c'est la maquette. C'est le plan. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Premier étage. Voilà, ça c'est différentes sections. Bon, c'est un travail avec de lumière et aussi avec l'air.
qui traverse tout l'écosystème. C'est vraiment conçu comme un écosystème habité. Voilà, c'est des petites cellules très simples traversant. On a envie de faire aussi de meubles avec la même codification. Ça, c'est sur le dernier étage. Là, c'est un lieu très social, il y a des gens qui viennent et des barbecues. Peut-être qu'ils veulent manger moins de poulet, mais on se voit. Ça, c'est de sous-surface. So, ici, on a complètement libéré le sol. Il y a une petite image de Marilyn Monroe, là. J'aime bien sur le dessin aussi de jouer comme ça, on se détend. Voilà, ça, c'est la maquette. Et voilà. So, ça, c'est en cours. Beaucoup des autres architectes, ils ont fait un virage à 180%. Ils ont fait un nouvel projet, beaucoup plus important. Ils sont en train de travailler sur le tour. Et moi, je ne voudrais pas. Je préfère rester pauvre, mais au moins de voir est-ce que c'était possible, que je crois, d'aller jusqu'au bout de ce projet. Voilà, il va y avoir des expos, des choses comme ça. Ah oui, ça c'est une autre chose. Ouais, il y avait des équipes à Valencia. Ça c'est Menal qui m'a sauvé ce soir, qui est venu. Les choses qui est vachement bien, c'est à la présentation de l'expo, on a loué une camionnette et tous les gens se descendaient à Valencia pendant 5 jours, je crois. Et Vincent avait offert ça avec la ville de Valencia qui sont payés un super hôtel, mais absolument monumental. Et moi, je pointe avec 9 personnes et on finit le soir et on jouait squash sur la toiture et c'était fantastique, quoi. Bon, j'étais un petit peu embarrassé, mais bon, c'est pour le plaisir, quoi. Et il avait une fête avec Willy, je connais bien Willy Alsop, qui avait travaillé sur le Biennale, et on a croisé Willy sur place. Et il avait fait un petit espace qui était complètement rempli de fumée, où il n'avait que presque 100 whisky, que tu entres dans un espace complètement désastreux, et tu assises et tu prends un petit whisky dans la fumée. Et ça, voilà, ça c'est après quelques whisky avec Willy Alsop. Voilà, et j'ai une autre opportunité due de Jean d'Acta de participer dans une réflexion de toute la Catalogne au niveau de son avenir. C'est une étude vachement intéressante où on était très très libre, qui finit avec un bouquin et aussi un expo à Barcelone. So, bon, il y avait quelques archives sympathiques. Et moi, j'avais un petit travail qui était sur toute la problématique de l'eau à Valencia, de cours d'eau et aussi plein de problématiques d'irrigation qui se passent là-bas. Et je veux montrer cette petite étude-là. Maintenant, je veux construire ici en France, à Nantes. Ça, c'est assez marrant. Voilà. Mon travail pendant 6 mois, c'est de faire une réflexion sur le cours d'eau de haute montagne jusqu'à la Méditerranée. C'est d'identifier un peu comme l'homme dans ce paysage, comment l'eau, c'est une source de sculpture, c'est une source qui modifie et de créer tout un territoire. J'avais un agent personne dans l'agence. On a commencé les démarches par prendre plein de photos de Catalogne et on avait passé ces photos dans une photocopieuse. Et avant que la photocopieuse était cuite, on est sorti le papier. Ça veut dire qu'il avait toute la poudre qui était bien dessinée sur le papier. Et elle est passée 2 semaines avec un pinceau de l'eau, juste en train de dessiner, de créer un nouvel type de territoire, avec le photo aérienne et aussi avec cette substance très, très importante pour nous, l'eau. Voilà. So, on avait proposé de faire plusieurs interventions
Une autre chose, j'avais invité de travailler avec moi Uwe de XDH. C'est des gens, tout au départ, que j'étais à Berlin, que c'est des gens superbes, complètement barjots. C'est eux qui sont travaillés avec Peter Cook sur son bâtiment-là avec les anneaux ronds dans la façade. Et c'est avec Uwe, on est travaillé sur ces projets pendant 6 mois. Certains endroits que moi je proposais, c'est les endroits où il y a des carrières, beaucoup de carrières en Espagne. C'est pour moi le bout de territoire qui sont plutôt très intéressants d'investir. Et dans l'endroit que j'ai travaillé, il avait une problématique de culture, de manque de terre, de culture, des orangers. Avec cette carrière-là, je proposais de refabriquer tous ces territoires avec un territoire agricole qui crée tout un canopé sur cette ancienne carrière. On a reformalisé le profil de le site. On a même envisagé de machines spéciales qui viennent occulter les orangers. Et tout ça, dessus, c'était pour donner un peu d'ombrage, un peu de sens à une organisation sportive et hôtelière dans ces lieux. Voilà, avec Uwe, on a trouvé quelques images de Potsdamer Platz en train d'être construits. On a fait des images où on a créé tous ces territoires assez brutaux qui étaient un système d'irrigation qui se trouve ici. Et des hôtels aussi, c'était comment on travaille dedans, comment on sculpte dedans, comment on utilise ce nouvel territoire créé sur le toiture pour apporter des ombrages, pour rendre ça un lieu plus humain. Ça, c'est ma mère, mon père. Et ça c'est le cover de Pink Floyd, c'est le soviet qui tombe. D'autres endroits, on avait proposé sur les 2-3 fleuves en Catalogne qui sont très importants, l'Ebro. Et aussi, on a voulu travailler avec des histoires de paysages en mouvement. Et voilà, c'est ces idées de fleuves qui sont, dans certaines périodes de l'année, ou certaines années, sont secs complètement, et d'autres moments, ils sont complètement inondés. Et on va utiliser ça dans le temps comme une mobility de territoire de Catalogne. Et finalement, je veux construire ça en France. Ça, c'est juste ces idées de shipping landscape. Il y avait d'autres endroits où on a utilisé des systèmes d'irrigation pour aussi essayer de créer des écosystèmes. Et ces écosystèmes deviennent support de futurs habitants. Ça, c'était un peu... J'avais fait un peu cette image pour Jacques, parce qu'avec Jacques Andelat, on allait beaucoup de Toramaschi, surtout à Pamplonne. Et voilà, c'était un petit clin d'œil sur le moment qu'on a passé, de bons moments passés ensemble. Il y avait d'autres endroits plus près de la mer, il y a le delta de l'Ebro. Là, j'avais travaillé avec des étudiants brésiliens, qui étaient très intéressants. Et avec Uwe, on a dit, la chose qui va être vachement intéressante, c'est un endroit très vanté. On est à Bordeaux, là. Ça, c'est l'agence. Uwe est venu à Bordeaux pour travailler. Et l'idée, c'était de regarder ce territoire et réfléchir sur les problématiques de tourisme. Les gens sur place, ils ont absolument besoin de tourisme. Le politique, il ne veut pas de tourisme, il veut sauvegarder l'État aujourd'hui. Une confliction entre les gens qui ont besoin et de politique. On avait proposé de remonter la nappe paysage horizontal, monter ça en vertical, et de créer un système de tours, un tour qui était lié à le tressage du territoire.
et de créer cette tour à 120 mètres de hauteur qui bouge avec le vent, qu'ils ont tout le parti des habitants toutes ces colonnes-là et toutes les extensions sont des morceaux de terrasse que je vais utiliser. Et on avait fait des maquettes qui étaient exposées à Berlin. Bon, ça c'est d'autres éléments, le Banati sur quelques gorges dans le nord de Catalogne. Bon, c'est des hôtels, c'est des idées. Et comme je dis, maintenant je vais construire un truc comme ça pour Usine Lu, qui fait le Biennale 2007 à Nantes, qui sont invités différents gens, Patrick Bouchin, je crois, et d'autres mondes. Et voilà, maintenant j'habite à Bordeaux et c'est cool, c'est super cool. Ici on a Arcachon et j'ai invité Uwe et Martine de Berlin et là on est en train de manger des huîtres, de réfléchir sur le projet. So, voilà, Jean Blaise me dit, on voulait bien que tu fasses une forme de paysage flottant. So on a dit, bon, ok. Ils disent, ça peut être comment? So on a fait des dessins. Et après, on a fait quelques maquettes. Et ces maquettes ressemblent à beaucoup de travail qu'on a fait pour Hyper Catalunya. So, c'est des idées de forme de mégastructures qui sont de support et qui recevoir des gens. Ça va être pour la période de film pendant le Biennale. Voilà, on va travailler beaucoup avec des idées de projection. Et l'endroit où se trouve cette barge, c'est ici. Ça, c'est un dock flottant qui se remplit, qui se descend, qui se monte par rapport à son besoin. Et ça va être l'endroit d'ancrage pour notre projet. Et voilà. So, on avait commencé avec un projet très ambitieux. Et on va finir avec un projet qui est assez ambitieux, qui est celui-là. So, ça, c'est juste le plan qu'on a rendu à Jean juste avant Noël. Et je suis très intéressé sur cette histoire d'une façade interactive par rapport à son environnement et par son contexte. Et avec Uwe et Martine à XTH, on a développé une façade qui va changer avec de la lumière de jour, de nuit. Comme le soleil est caché par un nuage, toute la façade il va se replier ou réouvrir dépendant des différentes qualités de lumière qui s'en trouvent. Et on utilise un système d'anneaux sensibles par rapport à la lumière. C'est des parapluies qui sont invertés et on va travailler avec des histoires de projection sur ces épidermes. So, il va être certains moments de le bâtiment, ils sont complètement absorbés. Maintenant, qu'est-ce que je fais là maintenant? Hein? Échappe. Voilà, je tape échappe. Et c'est wide shot, c'est ça? Je juste tape là-dessus. Non. Une fois. Voilà. Bon, j'avais un problème avec mon ordi, excusez-moi pour tout le bordel autour, mais bon, c'est... Est-ce que ça marche ou pas? Voilà. So, la façade, il va être interactive par rapport à la lumière. On va beaucoup travailler sur la nuit, sur la projection qui vient de les espaces intérieurs et l'extérieur. Et ça, c'est un prototype qu'on a fait à Berlin dans une galerie, juste pour tester un peu l'idée. Et la chose qui se passe, c'est quand des gens ils passent devant la lumière, qui coupe la lumière de ce port, il y a toute une interaction entre le mécanisme de fermeture et d'ouverture de la façade.
On imagine là, on est dans un système de galeries, mais on imagine bien dans la journée avec le soleil et tout ça, il peut y avoir des choses assez surprenantes qui fait une interface avec la façade et les espaces intérieurs. Et c'est très simple, c'est un parapluie qui est inversé. Ça, c'est UV, qui est en New Zealand à ce présent. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je ferme ça? Je ferme? Comme ça? Voilà. Bon. Bon, maintenant, je vais faire la prochaine étape super rapide. Voilà. C'est tellement rapide, ça ne marche pas. OK. Bon, très rapide, ça c'est un projet que j'ai réalisé dans le nord de France. C'est un lieu complètement artificiel. C'était pour un tramway. Voilà. Ça c'est avec des amis à Nantes, Tetrac. Voilà. Ça, c'est une petite musique que j'ai perdue, mais c'est un truc assez marrant parce que j'essaie de concevoir un bâtiment qui faisait 1 km de longueur, qui était en rapport avec un chemin de fer. Oui, c'est un musée qui est... C'est dans la Lande, on voit bien comment on prend la voiture dans la Lande avec le pain, que c'est cette rhythm. On essaie d'induire ça sur le projet. Je montre ça juste en vitesse. Monterey, ça c'est un projet malheureux que j'ai perdu par une vote. C'était un groupe scolaire Bayern. C'était dans une forêt magnifique. Et on voit ici, ça c'est l'impact de le bâtiment dans une forêt. Et les choses que j'essaie de faire, c'est avec la découpe de cette forêt, on crée une forme de codification de lumière qui traverse les arbres. Et on réinscrit ça sur le projet lui-même. Ça, c'est moi en train de gratiner, prendre la tête. C'est encore cette idée de regarder le paysage, pas systématiquement avec des végétaux, mais avec ces qualités, ces codes qui travaillent sur l'artificialité, qui on réinscrire et créer ce bout de territoire, ces bouts de territoire qui s'élargit. Oh, ça, c'est le bout de maquette. Et on avait perdu le projet par une vote, mais la raison pourquoi on a perdu, c'est parce qu'on a réassemblé les deux parties de le collège sur une toiture. Parce que le prof, il ne voulait pas habiter avec les étudiants. Voilà, ça c'était la coupe d'élévation. Ça c'était la partie centrale, qui avait une liaison très forte avec le parc. Ça, c'est un petit projet que j'étais à virer de chantier, à Lisigno. C'est dommage. C'est un truc vachement intéressant sur un petit projet de 350 mètres carrés lié à un territoire. C'est un ancien bâtiment pour fabriquer le vin. Il y a cette cuve qu'on a réinstallée toute une scénographie. Et la chose que je voulais faire, c'est de lier la raison pourquoi ce bâtiment il existe, c'est sur ce tiroir. Et aujourd'hui, ce tiroir, il est fait pour d'autres choses. L'idée, c'est de créer cette micro-architecture qui s'étale dans le paysage, qui est liée à l'organisation de cet espace. L'idée, c'est de créer cette micro-architecture d'or qui peut durer pendant un petit moment
On peut faire pousser le blé et après on prend un carré de blé et on juste brûle. Ça, c'est tout lié avec ce problème de choses éphémères ou pas. Voilà. Ça, c'était un autre concours perdu. J'en ai perdu beaucoup. Hein. C'était la ville au Havre voulait réinstaller tous ses serres agricoles sur un endroit. Et c'était dans cet endroit ici. C'est un fort, un ancien fort, en partie haute de la colline. Et finalement, la chose que j'ai décidé de faire, c'est de ne pas installer une architecture là-dessus, mais c'est de prendre la forme de le fort et de juste gonfler un tout petit peu. Juste élargir la forme existante un tout petit peu. Et c'est ça qui va recevoir toute une nouvelle fonction avec une partie centrale qui accueille le serre agricole. Voilà, c'était tout un travail avec ces idées d'extension d'un bâtiment existant. Je n'ai jamais montré cette photo. Voilà. Ça, c'est quoi ça? Ah oui, ça, c'est Norvège. Ah, ça, c'est un projet que j'ai en train de construire, c'est précisément en Norvège, avec Oggi. C'est dans un site plat, complètement plat. Il y a un fjord ici et il y a le vent qui souffle vraiment très, très, très fort. Et c'est un concours. Et la chose qu'on essaie de faire, c'est de bouger un peu le sol, créer des endroits de abri pour les étudiants comme ils arrivent dans le bâtiment. Et après, il y a d'autres volumes en partie supérieure pour accueillir les classes. Plan tout bête et tout sauvage. On a travaillé avec la façon que la terre agricole, il est travaillé aujourd'hui. Et voilà, ça c'était un terrain plat. On encaisse une certaine partie du bâtiment. On crée dans une linéaire est-ouest qui abrite le vent qui vient de le nord-sud, forme de mur de soutènement. Sur cette mur de ciment, on crée des endroits qui accueillent le bâtiment. On a le bâtiment en rez-de-chaussée, le plancher de l'étage, premier étage. Voilà, et après, bon, et tout le travail avec la façade. Ça, c'est le début du chantier, c'était le 3 novembre. Ça, c'est la bibliothèque. Ça, c'est la cafétéria. Bon, maintenant, comment je fais maintenant? Le chape. Qu'est-ce que je fais là maintenant? Je vais aller sur là. Voilà. Excusez-moi pour tout cette bazar là, mais bon, c'était ça ou rien. Et c'est déjà pas mal. Voilà, ça c'est... Jusqu'aujourd'hui, ils ont commencé à travailler sur la fondation. Il y a 3 mètres de neige, so ils sont un peu freinés sur le chantier. Ça, c'est le gymnase qui est une entrée directe. Ah. Ouais, c'est ça. Bon, la vidéo est un peu niquée, mais... Bon, je passe sur d'autres choses. OK. So, maintenant, je suis à Bordeaux. Non, je suis à Paris, mais je suis à Bordeaux avec une nouvelle agence que j'ai créée dans un hangar. Et dedans, on a construit un lieu qui est protégé contre cet hangar, qui n'est pas étanche. Et je suis associé maintenant avec un ami, Jean. Et ça, c'est un concours qu'on a gagné l'année dernière. On a rendu la pièce aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai vachement flippé. Je n'ai pas peur de vous, mais c'est des clients, quoi. Et c'est à Lorient.
dans un endroit absolument magnifique. C'est un conseil général. C'est quand même 10 000 mètres carrés, hein, c'est plutôt cool. Et pas évident. Et toute cette zone ici va être remanagée par rapport au cœur de ville. Et ils voulaient un bâtiment un peu fin à l'entrée de Lorient. Et voilà, on est à côté de la mer. Je travaille un peu sur le contexte. Et l'idée, c'était d'extraire un peu cet environnement, extraire ce contexte et rendre ça à toute la commune de Lorient qui crée cette identité. Le bâtiment, la forme, c'était très calé. On était obligé de rester dans une forme. Ils voulaient une grande terrasse avec un grand jardin. On est donné exactement ça. Sur le site, on a des arbres magnifiques, de gros pins bien torturés. Et en face, on a un port de plaisance avec ces bateaux. L'idée, c'était très simplement, on est un bâtiment extrêmement compact. C'était la règle de Concorde. Et ils voulaient travailler avec un parvis très ouvert qui fait une liaison toute longueur de péristyle à une place publique. La chose qu'on essaie de faire, c'est on essaie de décaler tout le bâtiment en haut. Et dedans, on crée le forme de puits de lumière, d'aération pour tout le bâtiment. On est forme de cette structure qui traverse le bâtiment. Ça, c'est le bâtiment qui va être un bâtiment bleu. Il y a un restaurant dans ce niveau-là, une salle d'expo niveau inférieur et 4 niveaux de parking en inférieur aussi. Et tout le poteau en rive, ça va être autour de... On est arrivé avec le BOT maintenant à 22 cm. On arrive à des choses qu'on a voulu. Ici, le restaurant en partie supérieure aussi. Et ici, c'est tout le bureau. Dans le sous-surface, on a travaillé avec la motion de le vent qui arrive dans ce pilier de vide intérieur du bâtiment. Tout ça, c'est un travail sur la sous-surface. Ici, c'est pignon. Ça, c'est la toiture. C'est tout un bâtiment qui va être gravé de toute cette histoire sur l'eau, sur la mer, sur ces colorations. Et quand même, en dernier étage, on a donné un très grand jardin pour le directeur, pour le conseil général. Et ils sont très contents. Bon, ça, c'est des photos ça, c'est des photos de maquettes de concours. Et il y a certains éléments aujourd'hui qui sont supprimés, parce que je n'étais pas très content avec certains éléments qui sont réinscrits dans d'autres endroits dans le bâtiment. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Encore un travail sur la nature du sol et ce rapport à le contexte. Tout le sol, ça va être en béton, taché, assez dégueulasse, avec ce travail de carrés qui correspondent avec le sous-surface, qui est très réfléchissant pour donner un maximum de lévitation de le bâtiment. Et toute la partie expo et restauration, on utilise le même mécanisme graphique sur ces parois pour percer les extrémités pour mettre la lumière à l'espace intérieur. Bon, ça, c'est le plan bureau. Ça, c'est les espaces en partie supérieure. Ça, c'est le patio. Ça, c'est le coupe. On travaille avec un grand plancher de rétablissement où tous ces éléments-là viennent supporter la structure. Avec ici le jardin en partie haute, petite cafette,
Voilà, ça c'est un autre projet qui, on est juste en train de travailler. C'est deux projets en même temps, c'est des logements. Et d'autres logements que j'ai fait à Bègle, précisément que j'ai juste gagné avec Bouygues. Bon, c'est toujours un peu ce travail, cette osmose entre le paysage et le bâtiment, le logement, l'accueil. Je ne vais pas parler trop, je vais juste, voilà, c'est des formes de encore, créer un territoire, moitié encaissé, moitié en élévation. Ça, c'est à Bègle. Je fais ça avec Bouygues. On est en train de faire ça à ce présent moment. Ça, c'est Avrier. On travaille avec ces histoires de membran qui est sensible au contexte, au environnement, et qui vient se greffer sur le projet. 50 logements. Voilà, ça c'est notre concours qu'on a gagné l'année dernière. C'est une bibliothèque à Bayonne. Voilà, ça c'est le contexte. Et les clients voudraient qu'il avait une bibliothèque inscrite dans cet environnement. C'est un ancien fort au cœur de Bayonne. Et on a pris la décision de ne pas modifier le profil de site, mais d'inscrire notre projet directement sur cet lieu. Voilà, ça c'est le fort. Voilà, et ça c'est le bâtiment qu'on a conçu. C'est un mélange de territoires un peu hachés pour amener de lumière en partie nord. Je ne vais pas aller trop de détails, j'ai presque fini. Voilà, ça c'est l'autre APS que je rends aujourd'hui. J'ai un peu flippé. Bon, il y a beaucoup de travail sur les intérieurs. On va travailler avec le béton sur façade, assez gros béton. Et on est en train de travailler avec le ferriage de le béton qui ressort de la surface, qui devient deuxième ou troisième peau. Tout est intégré au niveau de la matière. Ça, je ne veux pas montrer ça, je vais aller très vite, je ne commente pas. Et voilà. Je ne vais pas commenter sur les autres parce qu'ils sont un peu en cours. OK? Voilà, et ça c'est chez moi, chez Jean et moi. Ça c'est mon équipe. Ils sont plutôt cool. C'était Noël. Ça c'était cet après-midi, rendu d'APS. Et voilà, merci.